Bonsoir, chers spectateurs. Ce soir, on va faire un truc différent. Oubliez les contes de fées, les histoires à dormir debout. On va se plonger dans le réel, dans le sombre, dans le vrai. On va explorer les États-Unis, mais pas ceux des cartes postales. On va aller là où les ombres s'allongent, là où les murs ont des oreilles, là où les légendes prennent vie. 5 histoires. 5 récits qui vont vous coller à la peau. Des histoires qui se sont déroulées ici, sur le sol américain, et qui continuent de nous hanter. Alors installez-vous, éteignez les lumières, fermez les yeux si vous osez. Parce que ce que vous allez entendre, c'est pas de la fiction, c'est la vérité. Et la vérité, parfois, elle est bien plus effrayante que n'importe quel cauchemar. Remontez le temps avec moi. On est à la fin du XVIe siècle. L'Amérique, c'est encore un territoire sauvage, une terre inconnue, pleine de promesses et de dangers. En 1587, un groupe de colons anglais, 117 âmes, débarque sur une petite île, Roanoke, au large de la Caroline du Nord. Ils veulent bâtir une nouvelle vie, fonder une colonie. John White, le gouverneur, les laisse là et retourne en Angleterre pour chercher des provisions. Un voyage qui devait durer quelques mois, une simple course. Mais la guerre éclate et son retour est retardé. Il est bloqué en Angleterre. 3 ans, les amis. 3 ans d'attente, d'incertitude. Imaginez l'angoisse des colons, coupés du monde face aux dangers de l'inconnu. Et imaginez le retour de John White en 1590. Il arrive sur l'île, et là, le silence. Un silence de mort. La colonie a disparu. Pas un corps, pas une maison debout, rien. Seul un mot, gravé en lettres tremblantes sur un poteau de la palissade, Croatoan. Et Kero, gravé à la hâte sur un arbre. Croatoan, le nom d'une tribu amérindienne locale. C'est tout, le vide, l'énigme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Massacre? Les Amérindiens étaient-ils hostiles? Ils auraient pu les tuer, mais pourquoi ne pas laisser de traces? Pourquoi ce mot? Ils ont rejoint une autre tribu? C'est possible, mais pourquoi laisser ce message énigmatique? Maladie, famine, tempête, une bête sauvage, une force surnaturelle, on n'en sait rien. Et c'est ça le pire. Ce mystère, il est resté intact pendant des siècles, comme une plaie ouverte sur l'histoire américaine. Cette île Roanoke, elle est devenue un lieu maudit, un endroit où le temps semble s'être arrêté. Et quand on y va, on sent encore ce malaise, cette présence invisible, ce vide insondable. C'est comme si les fantômes de ces colons erraient encore là, à la recherche de réponses qu'on ne pourra jamais leur donner. Et c'est ça qui fait froid dans le dos, vous voyez? Le silence, l'inconnu, l'absence de conclusion. Cette histoire, elle me fascine et me terrifie à la fois. Le silence, l'absence de réponse. Qu'est-ce qui vous fait le plus flipper dans le mystère de Roanoke? Les théories, le côté inexpliqué? Dites-moi en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez. Pour la deuxième histoire. On reste en Caroline du Nord, mais on avance de quelques siècles jusqu'en 1929. Cette fois, c'est pas un mystère, c'est une horreur bien réelle, une tragédie familiale qui glace le sang, une histoire qui prouve que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus normales. Les Lawson, c'était une famille comme les autres, en surface. Charlie Lawson, le père, un fermier respecté, un homme calme et posé, connu dans la communauté. Sa femme, Fanny, une femme douce et aimante. Leurs 7 enfants, des gosses normaux qui allaient à l'école jouer avec les voisins. Une famille américaine typique. Mais le jour de Noël, les amis, le jour de Noël, tout bascule. Charlie prend un fusil et il les tue, tous. Sa femme, 6 de ses enfants. Seul l'aîné, Arthur, survit, parce qu'il était parti faire une course. Imaginez la scène, imaginez la terreur. Charlie les abat les uns après les autres, avec une froideur méthodique, une précision chirurgicale. Il les met en rang, comme s'il préparait une macabre photo de famille. On a retrouvé leur corps alignés. Et après, il se suicide. Il se tire une balle dans la tête. Point final. Le silence. Alors pourquoi? C'est ça la question qui hante les gens depuis des décennies. Pourquoi un homme comme Charlie Lawson, un homme qui semblait si normal, a-t-il pu commettre un tel acte? On a cherché des réponses. Problème financier? Il était endetté, c'est vrai, mais pas au point de ça.
tensions familiales, il y en avait, comme dans toutes les familles, des disputes, des malentendus. Mais rien qui justifie une telle folie, une telle violence. Maladie mentale, c'est une piste, la plus logique peut-être, mais il n'a jamais montré de signe de déséquilibre avant. Il était même décrit comme un homme calme, réservé, presque effacé. Et le pire, c'est qu'il emporte son secret dans la tombe. On ne saura jamais vraiment ce qui l'a poussé à commettre cet acte impardonnable. Et la maison, cette maison, elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs de frissons. Les gens disent qu'ils entendent des pleurs, des cris étouffés, qu'ils ressentent une présence froide et malveillante. C'est comme si les âmes de la famille Lawson étaient encore piégées là, condamnées à revivre leurs cauchemars en boucle, à jamais hantés par le mystère de leur propre mort. Les affaires criminelles, c'est un truc qui me fascine et me dégoûte à la fois. Comment un être humain peut-il faire ça ? Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué personnellement ? Celle qui vous a le plus fait réfléchir sur la nature humaine ? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour la troisième histoire, on change d'ambiance, on passe à quelque chose de plus surnaturel, plus incertain. On va à Long Island, New York, pour une histoire que tout le monde connaît, au moins de nom, Amityville. La maison du 112 Ocean Avenue, une grande bâtisse coloniale avec un charme certain, mais aussi une aura de tristesse et de malaise. En 1974, la famille DeFeo est assassinée dans cette maison. Ronald DeFeo Jr. tue ses parents et ses 4 frères et sœurs dans leur sommeil. Une tragédie horrible, une nuit de sang et de folie. 1 an plus tard, les Lutz emménagent. George et Kathy Lutz avec leurs 3 enfants. Ils veulent un nouveau départ, une nouvelle vie, mais il ne reste que 28 jours, même pas un mois, et ils fuient, terrorisés. Ils racontent des trucs dingues, des bruits étranges, des coups, des grincements, des odeurs immondes, une puanteur qui les prend à la gorge, des meubles qui bougent tout seuls, des portes qui claquent, des fenêtres qui s'ouvrent sans raison, des apparitions, des ombres qui se déplacent, des voix qui chuchotent. Ils disent qu'ils sont possédés, attaqués par une force invisible. Leur histoire devient un livre, puis un film, un énorme succès. Ça fait frissonner le monde entier. Mais il y a un hic, il y a toujours un mais. Beaucoup de gens pensent que c'est un canular, une arnaque montée de toutes pièces pour se faire de l'argent. Il y a des doutes, des contradictions dans leurs témoignages, des détails qui changent, des exagérations. Alors, vérité ou mensonge, vous en pensez quoi ? Même si c'est faux, même si c'est du cinéma, cette maison, elle est devenue un symbole. Un symbole de l'horreur, du mal qui peut se cacher derrière les murs d'une maison ordinaire, du passé qui refuse de mourir. Et même aujourd'hui, les habitants disent qu'il y a des trucs bizarres qui se passent là. Des sensations de froid intense, des objets qui se déplacent, des voix qui murmurent dans le silence. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les murs d'Amityville ? La folie d'un homme, la douleur des victimes, une force surnaturelle. La réponse, elle est peut-être plus effrayante que tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je suis partagé sur Amityville. Une partie de moi veut y croire, à cause de l'ambiance de la maison, des détails troublants. L'autre est sceptique, à cause des doutes sur les Lutz. Et vous êtes plutôt team maison hantée ou team arnaque ? Vous pensez que la vérité est encore plus complexe ? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour la 4e histoire, on quitte les maisons pour aller dans les bois, les grands espaces américains. On va en Virginie occidentale, un état sauvage, montagneux, avec des forêts immenses, des vallées profondes, des endroits où l'homme se sent petit et insignifiant. Là-bas, dans les années 50, il y a eu une histoire étrange, une histoire qui a fait trembler toute une petite ville. Le 12 septembre 1952, à Flatwoods, plusieurs témoins, des enfants surtout, disent avoir vu un truc s'écraser sur une colline. Un truc lumineux qui laisse une traînée de fumée. Ils montent à te voir, curieux et effrayés à la fois. Et là, ils tombent sur une créature indescriptible. Un truc grand, très grand, plus grand qu'un homme, humanoïde mais pas humain, avec une tête rougeoyante,
comme un masque, des yeux qui brillent dans le noir, comme des lampes, et un corps sombre et difforme qui ressemble à une robe. Il fait un bruit bizarre, un sifflement aigu, perçant, qui fait mal aux oreilles. Et il sent le métal, l'électricité, un truc chimique et froid. Panique totale. Les enfants courent se réfugier chez eux en hurlant. Les adultes vont voir et ils voient la même chose. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les gens croient à une invasion extraterrestre, à un monstre génétiquement modifié, à une hallucination collective. Les autorités enquêtent, l'armée débarque, mais ils ne trouvent rien. Pas de vaisseau spatial, pas de traces, rien. Juste une odeur bizarre et une sensation de malaise. Alors, c'était quoi ? Un canular ? Une erreur d'interprétation, une créature inconnue, un ovni. Le mystère reste entier. Et le monstre de Flatwoods, il est devenu une légende, une peur ancestrale qui se réveille dans les bois sombres et isolés, un rappel que le monde cache des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qui nous dépassent. Les histoires d'extraterrestres, les rencontres du troisième type, c'est un truc qui me fascine et qui me fait flipper à la fois. Vous y croyez, vous ? Et si oui, quelle est votre théorie sur le monstre de Flatwoods ? Vous pensez que c'était une créature d'un autre monde ou quelque chose de plus terrestre mais tout aussi étrange ? On arrive à la fin de nos histoires. On termine à Los Angeles, la ville des anges, mais aussi la ville des mystères, des secrets, des histoires sombres. On va dans un hôtel avec une réputation bizarre, un passé sombre, un lieu qui semble attirer les drames, l'hôtel Cecil. Un bâtiment immense, au cœur de la ville, avec des couloirs interminables, des chambres qui sentent le renfermer, une ambiance pesante et étrange. En 2013, une jeune femme, Elisa Lam, une touriste canadienne, disparaît dans cet hôtel. Elle est vue pour la dernière fois dans un ascenseur et les images des caméras de surveillance, elles sont flippantes. On la voit se comporter de manière bizarre, erratique. Elle appuie sur tous les boutons, elle sort, elle rentre, elle parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, elle se cache, elle a l'air complètement paniquée. Quelques semaines plus tard, son corps est retrouvé dans une citerne d'eau sur le toit de l'hôtel. Et là, c'est le début du délire. Comment elle a fait pour monter sur le toit ? C'est censé être fermé à clé. Comment elle est entrée dans la citerne ? Accident, meurtre, suicide, surnaturel ? Les théories partent dans tous les sens. Certains parlent d'une malédiction parce que cet hôtel, il a déjà été le théâtre de trucs horribles, des suicides, des meurtres, des séjours de tueurs en série. D'autres parlent d'une conspiration, d'un complot. Mais la vérité, on ne la connaît pas. Et l'histoire d'Elisa Lam, elle reste inexpliquée. Elle hante les couloirs de l'hôtel Cecil, un lieu qui semble attirer les drames et les mystères insolubles, un endroit où la frontière entre le réel et le surnaturel est floue, où les secrets et les mensonges se mêlent à la douleur et à la peur. L'affaire Elisa Lam, c'est un vrai casse-tête. Les images de l'ascenseur, elles sont troublantes. Vous avez une théorie, vous ? Vous pensez qu'on saura un jour ce qui s'est vraiment passé ? Ou que ce mystère restera à jamais insoluble ? Dites-le moi en commentaire, je veux connaître votre opinion. Voilà, c'était 5 histoires vraies, 5 plongées dans le côté obscur des États-Unis. 5 récits qui prouvent que la réalité est parfois plus effrayante que la fiction. J'espère que vous avez kiffé, même si c'était un peu flippant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de contenu comme ça et à la partager avec vos amis les plus courageux. Et surtout, rappelez-vous, le réel dépasse parfois la fiction. Alors, faites de beaux rêves si vous le pouvez.